Bonjour et bienvenue sur RTV dans l'émission Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des missions, des rêves différents. Et aujourd'hui, je suis avec Madame Aytan Moradova, qui est vice-présidente de l'association Dialogue France-Azerbaïdjan et qui est aussi co-auteure avec Annabelle Grosjean du livre Azerbaïdjan. Bonjour Madame Aytan Moradova. Bonjour et merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, vous êtes une grande dame, déjà je voulais vous le dire. On a le plaisir de vous accueillir sur RTV et surtout de faire votre portrait, d'apprendre à vous connaître un peu plus. On aimerait savoir justement votre parcours personnel et aussi professionnel. En parlant de moi, je peux vous dire que je suis un pur produit soviétique. Je suis née en Union soviétique, en Azerbaïdjan, sur la frontière entre l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie. Et du coup, j'ai passé mon enfance, on peut dire, en cheval entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ces deux pays que je connais très bien. Et à l'époque soviétique, vous voyez, on n'avait pas la différence entre les ethnies, entre les peuples. On était tous des enfants soviétiques. Ça veut dire on se battait pour, comment on dit, pour un idéal qui était un communisme. Et j'étais née là-dedans et j'en faisais partie, on peut dire. Et voilà, après, il y a 30 ans, l'Union soviétique, quand la chute de l'Union soviétique, comme je travaillais déjà avec les Français, je suis venue en France, je suis mariée en France, et à partir de là, j'ai refait ma vie en France. Voilà. D'accord, et vous avez eu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, mais je me suis beaucoup occupée de beaucoup d'enfants. Oui. Qui sont dans la détresse ou dans le besoin, alors ça n'a pas de... C'est comme vos enfants. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr, ce sont vos enfants. Parlez-nous un peu plus justement de cette période où vous étiez, avant de venir en France, votre enfance. Vous avez grandi aussi, vous avez fait l'armée ou pas? On n'a pas fait l'armée, mais en Union soviétique, dans les écoles, on avait des leçons militaires. Et pendant 2 ans, les dernières années de nos études, on apprenait à tirer avec Kalachnikov, à distinguer un char français des chars russes ou soviétiques. On apprenait de comment lire une topographie ou comment faire, j'ai une formation de... comment on appelle, pour aider les premiers secours aussi. Ah oui, oui. Alors, moi, ça, c'est une formation qui faisait partie de nos études. Toute personne à l'époque soviétique, il avait cette formation militaire. On avait des jeux militaires aussi, entre villes, entre républiques. J'ai fait partie de tout ça. On vous préparait donc au cas où il y aurait des conflits ou... Mais ce n'était pas préparation, ça faisait partie de notre vie. Ce n'était pas dans le but d'aller tuer quelqu'un. Ouais. C'est juste, c'était naturel, comme ça. Il fallait apprendre à tirer les Kalachnikov, c'était notre vie. Ah, c'était à l'école? C'était à l'école soviétique. On avait, pendant les dernières années d'école, on avait des formations militaires, avec des uniformes militaires et avec un militaire qui nous formait. Vous avez des anecdotes de ce temps-là, de votre enfance? Oh, pas trop, pas trop. Mais en fait, compte, j'avais surpris les Français quand je suis arrivée ici. On m'avait un jour invité sur un stand de tir. Et moi, j'avais tous les cibles à 100 mètres, à 200 mètres, parce que depuis notre enfance, ils étaient étonnés à voir une femme de tirer comme ça, mais c'était normal. Alors, vous êtes venu en France à l'âge de 30 ans, c'est ça? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu, le fait de quitter le lieu de naissance, là où vous avez grandi, vos amis, et là, à 30 ans, après la chute justement de l'Empire, vous êtes venu là? En fait, quand la chute de l'Empire, ça a été un grand choc pour toutes les Soviétiques, parce qu'avant l'Union soviétique, il n'y avait pas de presque frontières. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'Union soviétique, on peut se déplacer n'importe quelle république, on pouvait s'installer n'importe quelle ville, il y avait du travail. Ça veut dire la vie, elle était... On n'avait pas grand-chose, mais c'était une vie sans souci. On n'a pas connu vraiment la violence au quotidien, ni le racisme, ni le nationalisme, des choses comme ça. Avec la chute de l'Union soviétique, tout le nationalisme s'est réveillé. Ouais. Peut-être tout ça, ça existait, mais caché.
Et tout d'un coup, ça nous a éclaté. Vraiment, ça a éclaté de partout. Surtout, ce qui est le plus difficile pour nous, c'était la guerre avec l'Arménie et avec le problème avec les Arméniens, parce que nous avons vécu jusqu'à le problème, on a vécu sans problème. Moi, j'avais mes meilleurs amis, c'était des Arméniennes, j'ai vécu là-dedans, et tout d'un coup, tout est volé en éclats. Et ça a été vraiment un grand choc pour la population, et tous les déplacements des gens, les déplacés, les réfugiés. En fait, toutes nos vies s'est écroulées tout d'un coup. Vous êtes venu ici en France. Est-ce que vous avez été accepté? Il y a eu des difficultés? Pas trop. Je pense que j'ai perdu quand même. J'ai jamais pu travailler en tant que traductrice, comme j'étais sur place, parce qu'il fallait les papiers français pour avoir accès à un travail un peu dans mon profil. Et moi, j'avais toujours, comme tous les gens qui arrivent au début, avec les récépissés, les papiers, c'était beaucoup plus difficile. Ouais. Mais je me suis toujours débrouillée. Hein, je veux dire, pour quelqu'un qui se débrouille, il y a toujours du travail, il y a toujours quelque chose à faire, on peut toujours survivre partout. Vos premiers amis en France, c'était quelle nationalité? C'était français? C'était de quelle confession? Vous étiez plus... J'ai toujours été proche des confessions juives. D'accord. Et partout où je suis allée, souvent j'ai eu accès à beaucoup de gens de confession juive. Après, beaucoup des amis blacks aussi. Ouais. J'étais vraiment, je rigolais toujours. C'est bizarre, je vais dans une soirée, s'il y a un black, un juif, ils vont me parler à moi. Enfin, attiré par vous. Ça, c'était vraiment... Mais après, je suis quelqu'un qui va vers tout le monde. Hein. J'essaie de parler avec tout le monde, j'essaie d'avoir les contacts avec tout le monde parce que je suis grandie dans cette atmosphère. Pour moi, il n'y a pas de différence religieuse entre les gens, ça n'a pas d'importance. C'est ça, en fait, vous êtes une humaniste, vous êtes dans la tolérance. Pour moi, l'homme passe avant tout. L'homme avec un grand H, c'est ça qui est mon credo, quoi. Alors, vous êtes aussi vice-présidente de l'association Dialogue France-Azerbaïdjan. Vous pouvez nous en parler? Quels sont les objectifs de cette association? Alors moi, j'ai déjà eu une association Ouldous où je faisais beaucoup de choses dans la culture parce que j'ai toujours eu accès à des concerts, à des événements où j'ai beaucoup travaillé avec Théâtre de la Ville aussi dans la musique traditionnelle comme traductrice où je les ai aidés pour les organisations. Et on avait créé Dialogue France-Azerbaïdjan il y a quelques années, je pense en 2018. Mais comme le nom l'indique, c'était pour les dialogues, pour trouver les dialogues et pour faire connaître l'Azerbaïdjan auprès des Français qui sont très mal, l'Azerbaïdjan est très mal connu ici. Et nous avons une mauvaise presse aussi. Alors c'est juste pour faire entendre notre voix. Peut-être que justement, il est temps de pouvoir donner la parole justement à l'Azerbaïdjan, à votre association, hein, France-Azerbaïdjan, faire plus. Bon, je sais que vous faites beaucoup d'événements culturels, qu'on en parle un peu plus, ce serait bien. Nous avons en face de nous les Arméniens qui ont les médias en main. Ça veut dire qu'il y a un moindre événement que nous faisons, et nous, on ne peut pas avoir la presse pour nous. Même vous-même, vous avez reçu pas mal de menaces ou des insultes. Quelqu'un qui nous soutient, il est tout le temps attaqué par les communautés arméniennes. C'est la vérité. Nous, en tant que médias, on donne la parole à tout le monde. Hein. Comme on explique, on donne à la fois l'Azerbaïdjan, à l'Arménie. Nous sommes beaucoup vers l'ouverture, vers la communication, la tolérance aussi. C'est le but. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de donner la parole à chacun et de comprendre la genèse des conflits. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est notre humanité. C'est nos enfants. C'est l'avenir justement de ce monde-là qui est constamment dans des climats... des climats de guerre, des climats de conflit. Et aujourd'hui, je pense que vous qui êtes partisans de la culture, je pense que la culture peut être le moyen de pouvoir apporter la paix.
La culture, je pense que le problème, c'est toujours de non savoir, non connaître la personne en face ou une problématique. Dès qu'on ne connaît pas, ça, en fin de compte, on a toujours des idées a priori et il faut faire connaître. C'est vrai que nous avons manqué beaucoup pendant des années nos paroles en France. On n'a pas pu faire parler de nous ou apporter plus de précision ou des informations sur l'Azerbaïdjan, sur ce qu'est l'Azerbaïdjan, son côté multiculturel, son côté multiethnique, sa tolérance. Même maintenant qu'on parle, on nous dit oui, c'est pas vrai, ça n'existe pas, mais en réalité, c'est ça l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, il est vraiment multiethnique, multiculturel. Il y a les droits de femmes qui est important en Azerbaïdjan. On a donné le droit de vote aux femmes avant même la France, avant même l'Europe. Je veux dire, ça, c'est des choses qu'il fallait parler beaucoup plus. Qui, je pense qu'il y a la faute peut-être des autorités azerbaïdjanaises qui n'ont pas fait tout ce travail pour Travail de communication qui a été quand même, ça nous a manqué beaucoup. Justement, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, il est important de mettre en avant toutes ces valeurs, la culture, mais surtout, encore une fois, beaucoup de dialogue. Et ça, c'est très, très important. Il faut les dialogues, il faut des débats, il faut comprendre et je pense qu'il faut arrêter un peu de parler de la guerre, ça porte les malheurs. Moi, je suis vraiment étonnée de voir même les Arméniens qui crient la France, il doit donner des armes en Arménie. Moi, ça, je suis vraiment sous le choc. Je veux dire, les armes, c'est quand même, ça tue les jeunes. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas les jeunes demain pour construire une vie, construire un État? Je ne sais pas, je ne comprends pas. L'importance du dialogue et des processus de paix qui doivent encore et encore, malgré parfois des failles ou des blocages de part et d'autre, il est important justement de continuer, même si c'est difficile parfois de parler, de continuer ces dialogues pour la paix. Quand je suis arrivée en France, comme en Union soviétique, il n'y avait pas de religion, on était complètement sans religion, athéiste, on peut dire, je ne comprenais rien à la religion. Et un jour, je suis tombée sur une phrase qui disait qu'il faut aimer les uns les autres. À l'époque, je ne comprenais pas cette phrase. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette phrase? S'aimer les uns les autres. Et un jour, j'ai compris, toute la base de nos vies, ça doit venir de là. Ça doit devenir presque un devise. Et à partir de là, je pense que la vie sera meilleure pour tout le monde. Et pour les Arméniens, pour les Français, pour les Azéris, pour tout le monde. Exactement ça, et je pense que c'est vrai, Aytan, ça doit être une devise d'aimer son prochain, de transmettre des valeurs et surtout de transmettre à nos enfants, parce que ça c'est aussi très important. Nos enfants sont les adultes de demain et si on veut vraiment un monde meilleur, eh bien il faut être dans cet amour, cette bienveillance. Et j'espère en tout cas, pour ceux qui nous regardent, que ces messages toucheront le cœur de part et d'autre, de chacun, de chaque communauté, de chaque pays, parce que c'est important justement qu'il y ait cette devise-là. Aimez-vous les uns les autres. Il avait raison, Jésus aussi. Il y a beaucoup de messages d'ailleurs. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, Aytan, sur vous, c'est que vous avez aussi été co-auteur avec Annabelle Grosjean du livre Azerbaïdjan. Alors, on était presque les premiers à écrire un livre, un guide sur l'Azerbaïdjan. Annabelle, c'est une personne qui a fait beaucoup de reportages à l'époque en Azerbaïdjan, des photos, elle connaît très bien l'Azerbaïdjan, connaît bien ma famille, elle a séjourné pas mal. Et un jour, on nous a proposé d'écrire ce livre, on l'a fait avec l'édition Mandéos, je pense qu'ils ont fermé. Et à l'époque, franchement, c'était un des premiers outils de travail pour tout le monde. Et il y en avait un grand stock, je me rappelle, tout le monde donnait à tout le monde qui voulait s'intéresser à l'Azerbaïdjan parce qu'il y avait des informations utiles. C'est un guide? C'est un guide sur toute l'Azerbaïdjan, en fait. Avec des photos? Avec des photos et des photos, surtout beaucoup d'informations. À l'époque, maintenant, on trouve tout sur Internet, mais ce n'était pas le cas. On ne trouvait pas autant d'informations que maintenant. Et c'était vraiment un outil de travail pour beaucoup de monde. C'est un livre de combien de pages? Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Ouais, un gros livre peut-être? Non, pas du tout. Non, c'était un guide. Non, je ne me rappelle pas. Alors, est-ce que vous avez des rêves?
Le rêve, c'est d'avoir un monde sans guerre et qu'il y a beaucoup de musique dans ce pays et pas d'autre chose, pas des armes, que la musique. Je souhaite justement un monde sans guerre, mais parfois on se demande si l'humain comprend vraiment la valeur de l'humain. C'est ça aussi, ça c'est une question, et la valeur de la vie. Parce qu'on aimerait tous, on veut tous des processus de paix, on veut tous la paix, mais réellement, est-ce qu'on fait tout pour ? Je pense qu'on doit quand même s'adresser à nos dirigeants. C'est quand même eux qui ont le dernier mot. C'est eux qui doivent appuyer sur un bouton. Je pense qu'on doit s'adresser. Et je me rappelle, il y a des années de ça, même en France, il y avait beaucoup de manifestations pour la paix. Les gens les descendaient dans les rues, les gens les militaient pour la paix, qui n'est plus le cas. Si vous voyez, il y a des gilets jaunes, il y a des choses, mais pas du tout pour la paix. On n'a plus ces mouvements pour la paix, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Et je pense que c'est ça qui nous manque actuellement. Il y a ces mouvements pour la paix dans le monde. La paix dans le monde, la paix dans le monde, il faut arrêter de produire les armes, il faut arrêter de produire, armer les uns et les autres contre les... Il faut la paix. Il faut la paix, c'est la survie de l'humanité, je crois. Est-ce que vous avez d'autres rêves ? Rêves, je crois pas, non. Je ne sais pas. Et des projets? Les projets, j'aimerais bien, en fin de compte, j'aimerais bien plus de communication de la part d'Azerbaïdjan en France et des moyens aussi. Ça, je me bats toujours pour ça. Et pour faire connaître l'Azerbaïdjan de bon côté, j'aimerais bien ça. Donc montrer la culture, cette musique, cette diversité des couleurs au niveau des monuments. On est très riche en musique, vraiment très très riche parce que nous avons des grands musiciens de jazz, des pianistes de jazz, on a une musique classique, on a des opéras, les premiers opéras et les premiers ballets dans tout l'Orient. Il y a plein de choses à voir, à montrer. J'aimerais bien le faire montrer en France. Voilà, ça c'est même dans toute l'Europe. Alors, si vous avez un mot à dire à ceux qui nous regardent justement sur l'Azerbaïdjan, parce que beaucoup ne connaissent pas l'Azerbaïdjan, ils connaissent que ce qu'ils entendent dans les médias, les différents médias. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez, quel serait le mot ou ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent sur votre pays? Moi, je pense que j'aimerais que les gens s'intéressent, qu'ils regardent un peu. Maintenant, on peut voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. J'aimerais bien qu'ils écoutent la musique d'Azerbaïdjan, qu'ils écoutent un petit peu, regardent un peu ce qui se passe, et pas que les médias français, on peut voir de l'autre côté aussi. Et j'aimerais bien qu'ils connaissent l'Azerbaïdjan, parce que c'est un beau pays, un pays moderne, un pays laïque, multiculturel. La vie elle est agréable là-bas. On a des boîtes de jazz, on a des boîtes beaucoup de restaurants, des sorties. Il y a vraiment la vie, c'est vraiment très agréable, très agréable. Et j'aimerais bien que les gens puissent aller visiter un voyage de 5-6 jours. Franchement, c'est génial. J'aimerais bien qu'il y ait plus de Français qui puissent voir l'Azerbaïdjan de bon côté. L'Azerbaïdjan tel qu'il est? Tel qu'il est, et oui, comment on dit, dans toute sa vérité, quoi. Et voir directement, justement, sur le terrain. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On est parti voir sur le terrain. Voir les monuments, voir l'histoire. Parce que ce qui est important, c'est l'histoire. Afin de pouvoir guérir l'histoire, il faut voir l'histoire, connaître l'histoire, l'origine, la montrer. Et on espère qu'aujourd'hui, eh bien, cette histoire sera guérie et par cette multitude de débats, de communication. Parce que ça, c'est important. Communiquer, c'est aller vers l'autre. C'est aller vers aussi le monde aussi. Parce que quand vous communiquez pas qu'à un peuple, mais c'est au monde. L'Azerbaïdjan, il est vraiment multiculturel. D'un village à l'autre, il y a des villages qui ne se parlent pas les mêmes langues, on peut dire, mais la seule chose qui les unit tous, c'est l'Azerbaïdjan. C'est le pays. Vous savez, même pendant la guerre, il y a toutes sortes, on peut dire, différents peuples qui se sont battus pour l'Azerbaïdjan, pour la libération de ces territoires.
Et je pense que c'est un pays qu'il faut connaître. Il faut faire connaître, il faut connaître. Je pense que vous ne serez pas déçus. Oh non, on n'est pas déçus de toute façon. On a vu la beauté du paysage et on espère encore une fois que l'Azerbaïdjan va pouvoir parler, montrer et qu'il y aura ce dialogue et ce processus de paix avec l'Arménie. On le souhaite vraiment. On souhaite la paix, on veut des limitations des frontières et on veut que l'Arménie se mette derrière, autour de la table, qu'il y ait un dialogue entre les deux pays et j'espère qu'on pourra avoir un jour la même vie qu'on a eue il y a longtemps, qu'on peut avoir des amis, on peut avoir des choses ensemble, même des festivals, une musique, comme d'habitude, comme avant. Comme ce que vous avez vécu pendant votre enfance avec vos amies arméniennes. On vous le souhaite en tout cas et on souhaite à l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis désolée, je ne suis pas ni historien ni politicien pour parler comme il faut. Non, vous parlez très, très bien. Une simple personne, alors je vous ai parlé vraiment simplement. Vous êtes une grande personne, vous êtes une belle âme et surtout dans beaucoup d'humilité. Vous avez énormément d'humilité. Merci en tout cas, Eitan, et merci à vous de nous avoir suivis sur RTV dans l'émission Interview.